Merci Nathalie, merci à vous, merci au Forum pour l'invitation. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir rencontrer des entrepreneurs. Je suis désolé, je n'étais pas là ce matin, je ne pouvais pas, mais par contre je serai là tout cet après-midi et à disposition pour répondre à vos questions, que ce soit après l'intervention ou tout à l'heure à l'apéro, surtout à l'apéro. Je vais quand même vérifier le timing parce qu'on doit respecter les timings quand on est politicien et surtout quand on est en plus journaliste, ça n'aide pas. Donc c'est un plaisir d'être ici pour parler d'économie. C'est encore plus un plaisir en fait, de participer à des forums économiques en Suisse, c'est le pied. Dans un pays où tout va tellement bien, la croissance n'arrête pas, on est en plein emploi, donc venir parler d'économie avec des entrepreneurs dans un cadre pareil, c'est extraordinaire, tout va bien en Suisse. Tout va très très bien, plein emploi, croissance, tout va en fait beaucoup trop bien. On a un problème, c'est que quand tout va bien comme ça, on s'assoupit, on prend de l'embonpoint, on perd en agilité, on mange, on prend un repas de midi comme maintenant, on boit un verre, après on fait une petite sieste, enfin vous voyez ce que je veux dire. Quand tout va bien, on ne se remet pas en question. Attendez, que les choses soient claires. Quand je dis on, ce n'est pas vous, ce n'est pas les entrepreneurs, c'est nous les politiciens, c'est les fonctionnaires, c'est l'administration. Quand tout va bien, elle se dit qu'il ne faut surtout rien changer. Les entrepreneurs en général, enfin je vous fais confiance et je pense que c'est le cas, prennent des mesures pour toujours se remettre en question. Par contre, en termes de conditions cadres, quand il s'agit d'aménager des mesures pour que les entreprises puissent être agiles, parce que c'est ça l'enjeu également de la politique, être agile pour prendre des mesures pour l'agilité des entreprises, quand tout va bien, elles ne le font plus. C'est l'heure de la sieste, quoi, en gros. Et puis là, à l'heure de la sieste, on a cette espèce d'horrible somnifère qui nous fait dormir pour toujours, que sont les classements internationaux. Les rankings, c'est mon cauchemar à Berne. Les rankings, on est les meilleurs du monde en innovation, on est les meilleurs du monde en compétitivité, on est les meilleurs du monde en à peu près tout. Tous les classements disent qu'on est les meilleurs du monde, on est en pleine croissance, on est en plein emploi, pourquoi on changerait quoi que ce soit? Et donc là, vous avez l'assurance d'être face à une administration qui va vous dire ne changez plus rien, un Parlement qui va se dire voilà, on n'a pas grand-chose à changer. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement problématique. Tous les classements, ou presque, heureusement, je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier classement du WEF, je le ressors parce que je ne l'ai pas gardé en tête, sur la compétitivité, tout d'un coup nous met un peu plus bas. Vous avez vu passer ce classement ? On était premier depuis, je ne sais pas quoi, 3, 4, 5 ans, et tout d'un coup, on est passé quatrième. Alors, premier ou quatrième, vous me direz, ça ne change rien, et je suis d'accord avec vous, très honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on a rétrogradé dans le classement. Et essentiellement, parce que les critères d'évaluation du WEF ont changé, et ils ont intégré des facteurs liés exactement à l'agilité, au thème de ce jour. Liés à la capacité des entreprises à intégrer du risque. Lié à la capacité de l'administration d'encourager ces prises de risque par des conditions cadres favorables. Et là, tout d'un coup, si je reprends les points précis, si vous reprenez le classement, je ne peux pas vous le projeter parce qu'on n'a pas de PowerPoint, mais ce n'est pas grave. Sur les points habituels, institution, on est au top, infrastructure, on est au top, tout va très bien, etc. Les points qui ont été rajoutés, typiquement le chapitre 11, si vous avez le temps de le lire, Companies Embracing Disruptive Ideas, là on est 19e, Attitudes toward entrepreneurial risk, pour le risque, on est 24e. Insolvency recovery rate, on est 45e. Time to start a business, on est 60e. Cost to start a business, 45e. Tout ce qui est création d'entreprise, capacité, enfin tout ce qui est conditions cadres. Hein. Donc là, on ne parle pas de la capacité des entrepreneurs, on parle des conditions cadres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi. Enfin, ce qui est inquiétant, c'est que je vois qu'aucun politicien n'en a vraiment parlé. Je n'ai pas vraiment vu de débat ouvert sur cette thématique, mais j'ai la ferme intention de le thématiser, de se dire que ce classement n'était pas anodin. On ne peut pas juste se dire on est passé de premier à quatrième, c'est pas grave. Il faut aller voir les causes, et les causes, c'est exactement le thème de votre forum aujourd'hui, et je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur ces causes que sont l'agilité. Alors, j'avais été invité à Forum pour en parler, puis bon, j'avais un peu détaillé ce que je pensais qu'il fallait faire, disons, pour adapter, à savoir notamment assouplir un peu tout ce qui est bureaucratie, supprimer l'impôt sur la fortune. Je crois que j'ai vu Marc Ehrlich au fond de la salle. On a eu souvent l'occasion d'en parler, lui et moi. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour préparer des lois qui vont dans ce sens-là. Enfin, notamment la taxation de l'outil de travail, qui est un délire complètement... C'est hallucinant qu'en Suisse, on a encore cet outil. Enfin, cette taxe sur l'outil. Investir dans la formation, parce que je pense que c'est un point qui est absolument indispensable pour être agile, il faut qu'on ait des cerveaux. Et bref, tous ces éléments, je les ai partagés sur forum, puis ensuite j'ai mis sur LinkedIn, parce que c'est toujours intéressant ensuite d'avoir des retours de votre part, d'entrepreneurs, et les réseaux sociaux pour nous sont précieux à ce niveau-là. Et puis vous pouvez aller le voir, hein, le post est en ligne actuellement, il y a eu un certain nombre de prises de position, mais que j'ai trouvé intéressantes. Si je regarde, en gros, ça rejoignit les mêmes points en disant, voilà, il faut moins de charges, moins d'embûches,
notamment un entrepreneur qui disait que pour obtenir un numéro de TVA, c'était la croix et la bannière, surtout de prouver qu'on va faire 100 000 francs de chiffre d'affaires quand on n'a pas encore fait le premier franc, enfin bref, tout un tas de soucis de ce type. La fiscalité a également été mise en avant avec la thématique de l'impôt sur la fortune, je vais y revenir. La faciliter l'accès au capital, ce qui est un point assez important également. La culture est un point qui est revenu également dans la part des témoignages. La culture de risque averse suisse, bien connue, qui peut-être pose quelques problèmes au niveau de l'agilité. Là aussi, je vais y revenir, c'est un risque averse qui est essentiellement au niveau de l'administration problématique, à mon avis, mais j'en reparle dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait la culture, et puis voilà. Et puis ce dernier point, qui est le point central, qui pour moi me pose le plus gros problème, qui est l'autosatisfaction. C'est une sorte de cumul de tous ces points où en Suisse, on est persuadé d'être simplement les meilleurs du monde, notamment au sein de l'administration, et où on ne change à peu près rien. Il y avait un témoignage sur LinkedIn qui était rigolo du prof à l'IMD, comment il s'appelle, Pulcrano, qui disait, je crois qu'il y a quelqu'un de l'IMD qui est là aujourd'hui, je ne sais plus où, voilà, ici, votre collègue Jim Pulcrano qui disait la quintessence de l'autosatisfaction suisse, c'est les CFF. Vous ne pouvez strictement rien dire sur les CFF. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un des CFF dans la salle, je m'en excuse, mais si on parle des horaires, ce n'est pas de leur faute, en fait, ils sont à l'heure. Si on parle du Wi-Fi, on n'a pas de Wi-Fi dans les trains, c'est normal parce que ça coûte trop cher. Enfin bref, les CFF, c'est la quintessence de l'autosatisfaction suisse. On a le meilleur réseau de transport au monde et on ne va surtout rien changer. Et là, on a un vrai problème. On a un vrai problème d'autosatisfaction. J'ai un exemple qui m'a vraiment particulièrement frappé. C'était il y a quelques années, je le retrouve, en 2013. En 2013, j'avais déposé un postulat en disant au Conseil fédéral, en gros, on est actuellement dans une révolution, il y a un petit truc qui se passe autour de nous, numérique. Il y a un continent un pays, on va dire en tout cas les États-Unis, qui écrase littéralement ce marché numérique. Il y a un continent, l'Asie, qui est en train d'émerger, qui est en train de faire un vrai contrepoids à l'Amérique. Dans cette économie numérique, enfin tout est devenu numérique, mais on a des géants numériques qui émergent et on n'en a aucun en Europe. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un petit problème en Europe qui est en train d'être largué par cette petite révolution? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait revoir un peu notre politique d'innovation? C'était une question innocente, gentille, en disant, il se passe un truc, est-ce qu'on devrait changer quelque chose? C'était en 2013, et là c'est quand même intéressant parce que ça vous donne un bon exemple sur l'agilité, mais tout le monde à Berne sait que c'est comme ça que ça se passe. La réponse est arrivée 5 ans plus tard. Bon, il faut savoir que mon postulat avait été adopté par le Parlement. Pour que le Conseil fédéral fasse un rapport, il faut que ce soit adopté par le Parlement. Donc le Parlement, la majorité avait adopté en disant oui, il y a un problème. Et le Conseil fédéral, à l'époque où le Parlement l'avait adopté, a dit non, 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 on n'a pas besoin de faire un rapport, c'est pas grave, on est bon, on est les meilleurs du monde, il n'y a rien besoin de changer. Forcés par le Parlement, ils ont fait un rapport, une centaine de pages, comme il se doit. Et après 5 ans, quand j'ai reçu la réponse du Conseil fédéral à mon postulat et le fameux rapport dans lequel je rêvais de voir des mesures, des propositions pour changer notre politique d'innovation, pour l'adapter, etc., je vous lis le titre. Il est simple, il est clair. Aucun changement nécessaire dans la politique d'innovation de la Confédération. Aucun. Mais comment ça, aucun? Mais qui peut dire qu'il n'y a rien à changer dans une politique? Il faut être complètement, excusez-moi, mais à la masse pour sortir un truc pareil. Je m'étais vraiment fâché en séance de commission quand le responsable du SECO qui est venu le défendre est venu me dire ça. Je dis, mais admettons qu'on soit juste super bon, mais il y a des choses à aménager. Vous ne pouvez pas me faire un titre qui dit qu'il n'y a aucun changement. En gros, la réponse, ils ont pris, à l'époque, ils ont dit qu'il ne fallait rien changer. Ils ont pris 5 ans pour dire qu'il n'y avait rien à dire, comme on vous l'avait dit il y a 5 ans. Ah, vous vous sentez mal. C'est le genre de situation où vous êtes juste là à vous dire qu'il y a un vrai problème. Et c'est emblématique parce que je pense qu'il y a des choses à changer. Je pense qu'il y a des choses à changer. Il y a notamment si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, vous m'interrompez. Et puis si je commence à déborder, Nathalie, dis-le-moi. Il y a des choses à changer et on fait par exemple des voyages pour voir ce qu'on peut faire pour changer. Je suis en train de chercher les dates, je ne me souviens plus quand c'était. Enfin ouais, on était notamment il y a 2 semaines en Israël, dans un voyage parlementaire. Ça donne une bonne illustration de voyage que j'ai payé. Tout. Vrai, en plus. Pardon. Mais, donc, on était en voyage en Israël. C'était organisé par ICT Switzerland, qui est l'organisation fêtière de tout ce qui est entreprise ICT.
Et ils ont fait ce voyage pour dire, OK, il y a un pays qui n'est pas mauvais en cybersécurité, c'est Israël. En fait, quand je dis pas mauvais, c'est un euphémisme, c'est à peu près le pays le plus à la pointe en matière de cybersécurité. Ils en ont fait une stratégie centrale de leur développement depuis 20 ans, et c'est une référence absolue mondiale en matière de cybersécurité. Bien, les parlementaires suisses sont ouverts d'esprit, ils se disent, OK, nous, on peut être peut-être meilleurs en cybersécurité, vu qu'ils sont les meilleurs du monde, on va faire un voyage chez eux, puis on va regarder comment ils font pour être les meilleurs du monde. Et on se rend compte pendant le voyage qu'en fait, ils font tout différemment de nous. Mais à peu près tout. Nous, en Suisse, la cybersécurité, pour ceux qui savent, je le résume rapidement pour ceux qui ne savent pas, c'est éclaté en à peu près autant de départements qu'il y a au Conseil fédéral. Personne n'a un vrai lead, et en plus, il y a les cantons. Pour être précis, en fait, il y a un lead dans la cybersécurité en Suisse qui est confié au département des finances, une structure qui s'appelle Mélanie, mais il y a un petit peu également au département de la justice. Ah, au fait, ne me demandez pas pourquoi les finances. Ah oui, parce qu'il y a l'informatique, mais c'est à peu près le seul pays où c'est les finances qui gèrent la cybersécurité. Un petit peu à justice et police pour d'évidentes raisons, un tout petit peu à la défense, parce qu'il y a quelques années, en fait, on avait estimé que c'était une affaire trop sérieuse pour être confiée aux militaires. C'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la seule armée au monde qui ne s'occupe pas de cybersécurité et qui ne s'occupe pas, au demeurant, de la principale menace sur la Suisse. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, on a dispatché ça dans tous les départements. L'économie ne s'en occupe pas du tout. Le département de l'économie n'est pas concerné par la cybersécurité. Le DTEC, dont les installations d'énergie sont les principales menaces et le plus gros risque, n'est pas concerné. Et donc, on a une sorte d'éclatement comme ça, et on avait fait 2 ou 3 interventions parlementaires pour dire, écoutez les gars, il faudrait peut-être centraliser ça pour qu'on aille bien. Et puis le Conseil fédéral a toujours dit non, parce que c'est le type qui est aux commandes aux finances qui rédigeait la réponse, il ne voulait pas partager. C'est aussi simple que ça. Et donc, un jour, on a déposé une motion, mon collègue Eder au Conseil des États a déposé une motion pour dire maintenant, centralisez tout, allez-y s'il vous plaît. Ils l'ont fait. Enfin, on a adopté la motion au Parlement, et le Conseil fédéral y travaille. Du coup, on fait ce voyage en Israël, et on se rend compte que les Israéliens ont fait exactement l'inverse. Tout est complètement centralisé. Il y a une stratégie de cybersécurité qui est confiée à un département, et en fait non, j'ai posé la question, bon, déjà ils mettent énormément de moyens, énormément, l'armée, les chercheurs, et qui gère la cybersécurité en Israël? Netanyahou, c'est le Premier ministre, c'est pas un ministre. C'est une affaire beaucoup trop sérieuse pour être partagée avec des ministres, là, et donc c'est pris en charge par le Premier ministre lui-même. Et donc on passe une semaine à voir comment Israël fait tout ça, ils décrivent, etc. On finit la semaine, je me tourne vers le responsable chez nous. Je ne cite pas son nom, parce qu'on ne va pas s'acharner, il n'est pas là pour répondre. Et je lui dis, mais alors donc, qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait retenir pour la Suisse? Et la réponse a été non. Israël n'est pas la Suisse. Waouh, ça valait bien la peine de faire le voyage. Donc on est là dans une logique qui est un tout petit peu... Et j'avais eu la même chose il y a 2 ans, le même voyage d'ICT Switzerland que j'avais aussi payé. En Californie, on était allé voir notamment, comment il s'appelle, le président de Cisco à l'époque, John Chambers. Et Chambers, qui connaît très bien l'Europe et la Suisse notamment, parce qu'ils sont en train de faire tout un plan pour investir énormément en Suisse. Donc, quand il s'intéresse, c'est pour des questions économiques. Nous avait dit, vous avez un problème, vous avez un manque de leadership pour tout ce qui est numérique. Le numérique bouge extrêmement vite, il faut des décisions rapides, il faut être agile, et vous ne l'êtes pas, vous n'y arrivez pas. Et à l'époque, je trouve que c'est quand même un témoignage de quelqu'un d'assez crédible. Cisco, donc c'est quand même une entreprise qui a fait ses preuves, même si elle a beaucoup souffert aussi. Et à l'époque, j'étais avec le patron de l'Ofcom, qui avait trouvé que c'était complètement déplacé, qu'il ne fallait surtout pas qu'on ait plus de leadership politique, parce que c'est lui aujourd'hui qui a le leadership, entre guillemets, parce qu'il n'est pas du tout politique, c'est un leadership. Il y a 7 départements qui mettent en place notre stratégie numérique, mais lui, en tant que patron de l'Ofcom, n'a pas la possibilité de prendre des décisions politiques. Donc du coup, voilà. On a une petite habitude comme ça de faire dans l'autosatisfaction et de ne pas se remettre en question, que ce soit dans les postulats qu'on dépose ou ensuite quand on voyage. Et ça pose clairement un problème. Et la raison pour laquelle on est face à un pays, je trouvais intéressant quand même ce que nous disait une responsable d'un parc d'innovation, et j'y reviendrai dans la conclusion, en Israël, c'est qu'ils sont, eux, beaucoup plus agiles parce qu'ils sont dans nous disait la dame, un survival mode. On est dans un mode de survie. C'était un pays pauvre. C'est toujours assez pauvre, mais c'était un pays qui vivait d'exportation d'orange à la fin des années 80, et qui ensuite s'est dit, on va investir dans tout ce qui est numérique, start-up, etc., et qui ont fait ce constat simple. On a besoin aujourd'hui de technologies pour avoir accès à l'eau et pour se protéger des attaques, des missiles et des attaques cyber. Et donc, du coup, ils ont investi massivement dans la science, et ils ont fait beaucoup d'enfants. Des cerveaux, des start-up. Et donc, c'est ce côté survival qui nous manque peut-être un tout petit peu en Suisse. Loin de moi l'idée de souhaiter qu'on soit ni pauvre ni en guerre, mais on a un petit problème par rapport à ça qui consiste à ne pas se remettre en question.
Premier problème, cette autosatisfaction. Deuxième problème, la lenteur. Donc je le disais tout à l'heure, on a eu ce rapport qui avait été rendu il y a 5 ans. Puis ensuite, on avait eu ce... Ça, c'est le point pour Marc. L'impôt sur la fortune, qui est un des éléments qui pourrait rendre plus agiles, disons, les entreprises, clairement, si on ne taxait pas l'outil de travail. J'avais déposé en 2013 un postulat qui demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler l'agilité dans les entreprises, etc., etc. Là, le Conseil fédéral soutenait. Il a dit, bonne idée, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on trouve des pistes. Et il a rendu sa réponse en 2017, il était rapide sur ce coup-là, 4 ans plus tard, et dit, effectivement, il y a une mesure très précise qu'on pourrait prendre, et je vous la lis. L'impôt sur la fortune peut entraîner une charge fiscale élevée et des problèmes de liquidité pour les jeunes entrepreneurs. Deuxièmement, il vaut la peine d'envisager un allègement supplémentaire de l'impôt sur les fonds propres et la fortune qui entame la subsistance de l'entreprise et donne ainsi de mauvaises incitations économiques. Et le Conseil fédéral conclut, il serait prêt, et parle de lui la troisième personne comme Delon, si le Parlement lui en donnait le mandat à envisager cet allègement. Donc en gros, message au gars qui a déposé le postulat, si tu redéposes un postulat demandant l'allègement, on est prêt à rentrer en matière. Mais il demande un autre postulat, il ne voulait pas une motion, il ne faut quand même pas aller trop vite, parce qu'ils savent que tous les cantons se rencontrent, parce que c'est une rentrée fiscale pour les cantons, et puis que ça va être compliqué, mais ils disent, ok, c'est une bonne idée, dépose un postulat, comme ça on refera un rapport dans 3 ans, mais au moins on avance. Je dépose mon postulat, forcément ça va dans le sens de ce qu'il a demandé, le Conseil fédéral est d'accord, mais il se trouve qu'à ma gauche, une élue s'est opposée, donc c'est retourné dans les tiroirs du Parlement, et depuis une année, c'est dans les tiroirs, et j'attends que ça revienne à l'ordre du jour, ça ne revient toujours pas. Dans le meilleur des cas, et je parle bien ici d'un cas sur lequel le motionnaire, moi, donc le Parlement qui l'a accepté et le Conseil fédéral sont d'accord. Tout le monde est d'accord, mais il faut attendre encore qu'on le retraite en plénum. Une fois qu'il sera adopté, il y aura un postulat, il y aura une rédaction dans 3 ans, il y aura peut-être un débat, peut-être une motion, et peut-être cette motion sera acceptée. Donc dans le meilleur des cas, sur un point sur lequel tout le monde est d'accord, à savoir au moins alléger l'impôt sur la fortune, il faut compter 2023-2024. Et là, je ne parle pas d'un éventuel référendum qui me paraît assez incontournable. Donc Marc, je pense que si on l'a pour 2025, on est déjà chanceux. Donc je rigole, mais c'est un peu embêtant. Vous voyez, si on est face à des mesures qu'on identifie, problématiques, attestées par des entrepreneurs, soutenues par le Parlement, voulues par le Conseil fédéral, on est dans un rythme qui nécessite au moins 10 ans, voire plus, pour la mise en œuvre. Donc là, on a un deuxième élément qui pose problème. Et je vais terminer sur le troisième élément, autosatisfaction le premier, lenteur le deuxième. Les deux proviennent de ce confort dans lequel on est. Et le troisième, c'est le conservatisme, qui est inévitable dans ce genre de situation et qui n'aide pas non plus. Je prends un exemple d'un métier qui m'est cher, c'est celui de journaliste. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour soutenir les médias? C'est une question que le Conseil fédéral s'est toujours posée. Et en l'occurrence, pour les médias, il avait une mesure de soutien qui est une subvention à la distribution postale des journaux, qui est sympa. Mais les médias, aujourd'hui, ont un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Il y a une demande qui est de la part de consommateurs dans un monde numérique d'avoir accès à, mettons, pour un abonnement, un maximum d'informations dans lequel on a un choix maximum d'informations personnalisées. Et ce que propose un abonnement d'un journal, c'est exactement l'inverse. C'est un choix extrêmement restreint d'informations dans lequel on n'a aucun choix. On a, je ne sais pas combien d'articles par jour, Olivier, dans un journal, 50, 60 infos, je ne sais pas, un maximum. Donc on vous propose 50 et puis vous n'avez pas de choix dedans. Bon, bref, on n'est pas dans une adéquation entre l'offre et la demande. Et la réponse à cela du Conseil fédéral et des soutiens du Parlement à la presse, c'est une subvention à la distribution postale. Moi, j'appelle ça de l'aide au suicide. Ce n'est pas une incitation à l'agilité de qui que ce soit, c'est une incitation à continuer à faire un truc qui ne marche pas. Ce n'est pas une bonne formule. Mais, à la décharge du Conseil fédéral et de l'administration, il faut dire que, il existe d'autres mesures de soutien à l'innovation au sein de l'administration. En l'occurrence, ce sont des fonds de ce qu'on appelait la CTI à l'époque, aujourd'hui InnoSuisse, que vous connaissez tous, et qui étaient de l'ordre de 2 à 3 millions, enfin il y avait quelques millions à disposition pour tout projet innovant au sein d'un média. Si un média voulait innover, il pouvait faire appel à la CTI qui réagissait assez positivement parce que cet argent était là en disant voilà, on vous donne l'argent. La CTI n'a reçu aucune demande. Pour une raison simple, c'est que quand vous êtes dans un modèle économique, et ça vous le savez aussi bien que moi, enfin,
n'est pas évident de faire un pivot à 180 degrés et de changer complètement de type de distribution. Donc, quand on a enfin réussi, disons, à casser, disons, le conservatisme au sein de l'administration, il y a toujours un petit risque d'être confronté à un conservatisme au sein de la profession. Et la profession dans laquelle je suis fait preuve d'un extrême conservatisme. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc voilà, je conclue là-dessus. Je ne veux pas être plus long, mais on a un vrai problème aujourd'hui de ces trois éléments que sont l'autosatisfaction, la lenteur et le conservatisme, qui, dans un monde qui bouge extrêmement vite comme le nôtre aujourd'hui, fait peser une vraie menace sur la Suisse. Et la menace est d'autant plus importante qu'elle n'est pas du tout perceptible, mais pas du tout, pour revenir à l'introduction que je faisais. On est dans une situation de confort en Suisse qui est complètement inédite, unique au monde. Pour ceux qui voyagent, vous allez n'importe où, on ne trouve nulle part un confort comme on en a aujourd'hui en Suisse. Et ce confort est dangereux. Donc du coup, on n'a aucune volonté de prendre le moins de risques, aucune volonté de prendre le moins de pivots. Je cite encore Israël, mais pour moi c'est un bon exemple parce que c'est une même taille de 8 millions d'habitants, avec des circonstances bien différentes, on est d'accord. Mais le patron de la CTI locale qu'on a rencontré avant de partir nous disait « Ma mission, elle est simple, inciter les entrepreneurs à prendre des risques ». Ce n'est pas ce que vous direz aujourd'hui la CTI ou qui que ce soit. Aujourd'hui, on ne va jamais inciter une entreprise à prendre des risques. En Suisse, au contraire, on va plutôt l'inciter à ne pas prendre des risques. Avoir un 725 CO et une loi sur les faillites qui est complètement tétanisante. Enfin, tous ces éléments qui font qu'on n'a aucune envie de prendre des risques. Donc voilà, on doit, je pense, prendre quelques enseignements de l'exemple israélien et puis sortir surtout de notre autosatisfaction, sortir de notre zone de confort et puis tenter de travailler au mieux entre cadre de l'administration, monde politique et surtout vous, entrepreneurs, pour savoir exactement quels sont les meilleurs moyens d'adapter nos lois pour que vous ayez plus d'agilité et plus de liberté pour entreprendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fatih Derder. Alors maintenant que vous nous avez dressé le constat, vous allez nous apporter les solutions. Que faire ? Parce que vous avez quand même sorti un bouquin qui s'appelle « Le prochain Google sera suisse » à 10 conditions. Ça veut dire qu'il existe des solutions pour s'en sortir. Oui. Oui, non, les solutions pour s'en sortir existent. Bon, déjà, il faut quand même retenir, disons, ce qui est positif. On est dans des conditions extrêmement positives. Il faut simplement trouver le moyen de renouveler ensuite ce tissu économique. Mais alors, on peut citer, alors il y a une cinquantaine de mesures qui sont proposées à la fin du livre, qui évoluent. Il est déjà sorti il y a 4 ans. Mais les principales, je les évoquais au début de la discussion. On doit aller vers un allègement bureaucratique, un allègement de charges, une facilitation pour ce qu'identifiait le web, faciliter la création d'entreprises, réformer le 725 CO, arrêter avec cette stigmatisation sur la faillite, alléger la fiscalité, notamment pour l'investissement, alléger la fiscalité en termes d'impôt sur la fortune. Enfin, tous ces éléments, je suis prêt à en débattre, mais on identifie assez facilement les solutions. Le problème qu'on a typiquement pour les PME avec la fiscalité, c'est que le débat a été complètement enterré depuis 10 ans, parce qu'on est sur RIE3 qui a été enterré, et puis on débat essentiellement des multinationales. Ce qui est bien, il faut adapter la fiscalité des multinationales. Mais les conditions et l'encadrement bureaucratique des PME a été pas assez suffisamment traités. L'une de vos idées, c'est de créer un Spotify des médias romans. À quoi ça peut ressembler ? Alors là, c'est pas juste pour toutes les entreprises, mais là, c'est vraiment pour la question des médias. Mais ça peut peut-être donner des idées, parce que c'est effectivement quelque chose qui marche pour la musique, Spotify, ok, vous avez une application qui vous permet d'acheter des morceaux, de gérer votre collection musicale, et pourquoi pas faire ça avec les journaux, ou peut-être votre domaine de compétences. Hein. Ouais, non, alors, Spotify des médias romans, c'est quoi ? On repart sur 20 minutes. Non, surtout pas 20 minutes. Après, de toute façon, on va ouvrir la discussion avec le public. Je pense que c'est un exemple très intéressant, qui, moi, m'a toujours fasciné, parce que c'était il y a 20 ans. Nous, les médias, avons été les premiers touchés par la numérisation, à savoir toute l'industrie en fait, de l'information et du divertissement qui était immatérielle. Et on a été touchés exactement en même temps que la musique. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'était il y a 20 ans ou plus ? Ouais, non, c'était 20-25 ans. On parle beaucoup de numérisation maintenant, mais nous, à l'époque, on l'avait vraiment senti venir, et puis il y avait une vraie menace et un nouveau modèle économique à inventer. Qu'est-ce qu'a fait la musique ? Elle s'est, en 20 ans, complètement réinventée. De A à Z. Vous disiez en 95-96 au patron de la Warner ou de Sony, dans 25 ans, tu vas vivre d'abonnements.
ont regardé comme ça, ils m'ont dit, vous plaisantez, c'est pas possible. Ils vendaient des CD, quoi. Moi, je vends des CD, c'est tout. Et parler d'abonnement à l'époque était impossible. Donc il y a un virage, je crois qu'on ne se rend pas bien compte, surtout pour ceux qui ont moins de 30 ans, qu'il y a eu un virage qui a été complet de l'industrie du disque, qui a revu complètement son modèle, qui est passé par une période très difficile de chute, qui s'est cassé la figure, mais qui est reparti sur une nouvelle base. Et puis les artistes, notamment, se rémunèrent maintenant plus sur le concert que sur la vente d'albums. Et pendant ce temps qu'on fait les médias, rien. Non, rien. Rien. Les médias ont continué à se dire, OK, on va distribuer verticalement notre information. On est un titre, on a des abonnés. J'ai un abonné, Johan, il est là, il s'est abonné au Temps, et donc il va lire que le Temps. Mais si demain, Johan a envie de lire, je sais pas, un article du Nouvelliste, il faut qu'il achète le Nouvelliste. Puis s'il a envie d'acheter l'Équipe, mais alors dans ce cas-là, achète l'Équipe. C'est un peu comme si pour la musique, on disait au gaillard, attends, tu veux écouter Madonna? Non, mais elle est chez Sony, alors là, tu peux pas chez nous. Et donc, on rentre dans une logique qui est contraire, totalement contraire au principe même de la consommation. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est une inadéquation entre l'offre et la demande. Ce que veut Johan en prenant un abonnement à l'information, il se fout du titre, il veut juste avoir accès à toutes les informations les plus larges possibles qui l'intéressent lui. Et donc, quand on est dans la verticalité d'un abonnement par titre, on fait la sélection pour lui, il n'a plus aucune sélection possible, et puis le choix est extrêmement restreint. Pour moi, ce modèle n'a aucune chance de vivre plus longtemps, si ce n'est, à une exception, c'est les extrêmement grosses marques que sont le New York Times, que sont les Échos, qui deviennent des machines industrielles au-delà de l'info, qui fait de l'événementiel, du relationnel, The Economist, enfin ils sont autant sur des événements que sur du média même. Mais pour le média de taille normale, c'est-à-dire pas le géant planétaire de type New York Times, l'essence même est de partager la base d'abonnés, je dirais avec une seule offre, en proposant sur un abonnement l'accès à tous les titres. Et ensuite d'avoir un système de rémunération au sein de la plateforme selon la consommation des titres. Ce qui donne un avantage intéressant par exemple, le Temps aurait accès à tous les gens qui n'étaient pas abonnés et qui pourraient tout d'un coup commencer à trouver intéressant des articles et à les payer à la pièce. Donc ce modèle-là, alors ça impliquerait au début une baisse des revenus, c'est une évidence, mais je pense que c'est un modèle qui est, à mon sens, inévitable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à mettre en place ça avec mon collègue Philippe Nantermo, en parlant avec les éditeurs romans. On est en train de travailler dessus, ça prend du temps parce qu'on a accessoirement à côté un tout petit travail parlementaire, mais c'est quelque chose auquel je crois. Et puis les gros éditeurs étaient totalement réceptifs. Tamedia et Ringier ont trouvé intéressant. Paradoxalement, les plus petits l'étaient moins. Donc on doit les convaincre, on doit travailler avec eux. Je pense qu'il y a d'autres modèles aussi, j'en parlais avec des opérateurs, que Swisscom, ça pourrait être intéressant pour eux d'intégrer dans leur offre un abonnement qui donne accès à toute l'information. On peut très bien imaginer qu'au lieu d'avoir un abonnement à 60, 90, 120 francs par mois, ils rajoutent 10 francs et puis dedans on a accès à toute l'info puis ils redistribuent aux éditeurs selon la consommation d'articles, les articles. Enfin, on a des modèles commerciaux comme ça qui, à mon avis, permettent aux médias d'avoir un bel avenir, parce que les médias ont un avenir extraordinaire. On n'a jamais eu autant besoin d'une certification et de la qualité de l'information. On le voit avec le débat autour des fake news, on a besoin de marques qui disent ça est une vraie info, ça on n'en sait rien, on n'a pas validé. Donc il y a un besoin de certification de l'information, c'est le job des médias, ils ont juste un problème de modèle économique et de redistribution. Mais il y a une certaine ouverture d'esprit à ce genre d'idée. Oui, des éditeurs comme Tamedia et Ringier sont ouverts. Ouais. Ils sont assis aussi sur des revenus assez confortables par rapport aux petites annonces et tous ces éléments-là, mais ils sont ouverts à l'innovation, c'est assez récent, mais ils le sont. Vos questions, mesdames et messieurs, à Fatih Derder, il suffit de lever la main et un micro va s'approcher, va venir à vous. Oui, monsieur. Bonjour. Orlando Menegali. Par rapport à Spotify, je trouve la comparaison intéressante. La différence, à mon avis, c'est que les journalistes ne vont pas pouvoir donner de concerts pour gagner leur vie. Sur des plateformes qui gagnent absolument pas d'argent et des musiciens qui gagnent des fractions de centimes sur les morceaux téléchargés, mais qui, eux, ont la chance de donner des concerts pour éventuellement se rattraper. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est un modèle d'avenir ? Oui. Bon, la comparaison avec la musique ne peut pas se faire à 100%, mais c'est un modèle d'avenir parce que, en l'occurrence, le journaliste n'est pas payé directement par la consommation, il est payé par un éditeur. Il continuerait à toucher un salaire, ce qui n'était pas le cas d'un artiste par rapport à une major. L'idée, c'est que les rédactions aient toujours une équipe de journalistes qui salarie. Ensuite, la question, c'est comment l'éditeur est rémunéré et est-ce que la rémunération est comparable à ce qu'il touche aujourd'hui par rapport à un abonnement de 1 à 1. Mais l'idée ne serait pas de rémunérer directement les journalistes. Ils restent employés par des éditeurs les éditeurs sont la marque.
c'est les garants de la qualité de l'information, la GFI, Le Temps, Le Monde, Les Échos. On vous garantit que cette information a été traitée par notre rédaction et qu'elle n'est pas juste n'importe quoi. Ou alors les gens savent qu'elle est plutôt orientée de gauche parce que c'est un journal de gauche. Enfin, il y a une sorte de certification. Mais l'idée, c'est de garder la rémunération par l'éditeur. Maintenant, vous avez raison qu'il y aurait un impact, je pense, dans un premier temps. Il y aura un impact négatif sur le chiffre d'affaires. Par contre, ce qui, moi, me paraît intéressant comme éditeur dans une offre comme ça, c'est que tout d'un coup, par l'analyse des données, je peux avoir un renvoi assez permanent et direct du comportement des lecteurs de la place, notamment roman. Et je peux savoir qu'un tel ou tel, qui lit en général Le Temps, est venu plutôt lire un article de Chez Moi aujourd'hui, et puis que la veille, un tel qui lit Les Échos a trouvé intéressant un article du Temps, et on aurait un suivi en temps réel de l'évolution du lectorat et de la clientèle. Donc, en clair, de savoir comment elle réagit, quel type d'article elle aime ou elle n'aime pas, en anonymisant les données, bien entendu, mais qui serait quelque chose, à mon sens, d'intéressant pour un média. Mais le modèle d'affaires changerait beaucoup, et ça, c'est certain. Merci pour votre question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Ici, Bernard. Oui, alors c'est intéressant parce que vous avez parlé de la manière dont les pouvoirs publics pourraient rendre les entreprises plus agiles. Oui. Mais la question fondamentale, c'est comment l'administration peut elle-même être plus agile. Et là, vous avez dit, ah, mais oui, mais c'est difficile parce qu'il y a lenteur et autosatisfaction. Très bien. Mais est-ce que lenteur et autosatisfaction ne sont pas le résultat de la notion de consensus helvétique? C'est-à-dire, quand on fait un consensus, on est content d'être tombés d'accord tous ensemble. Et donc, c'est l'autosatisfaction. Consensus, c'est la lenteur également. Donc, est-ce que pour que l'administration soit plus agile, est-ce qu'il ne faut pas changer le modèle politique helvétique, ce qui est une entreprise difficile, délicate et presque impossible? Oui, merci pour cette question. Bon, honnêtement... non, super question. Non, mais je pense que le changement du modèle politique suisse n'est pas souhaitable non plus. Monsieur, il n'est pas souhaitable le changement. Il faut qu'on garde ce modèle. Je pense que, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, et vous faites bien d'attirer l'attention là-dessus. La lenteur de la Suisse en a fait sa force. C'est notre ADN. C'est quand même, non, mais c'est la stabilité du système politique suisse et ce qui en fait sa force. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est effectivement à l'inverse d'un pays comme la France, par exemple, qui est capable de démonter tout ce qui a été fait pendant les 5 années précédentes juste parce qu'on est en désaccord avec le président précédent. Ça, c'est pas de la stabilité. Donc on a besoin de cette stabilité, on trouve des consensus, on prend du temps pour les trouver, on les met en place et ils sont durables. Mon souhait, ce serait qu'on arrive à trouver un petit compromis en disant, bon, on peut se bouger un petit peu quand même plus, les gars. C'est le combat que j'ai avec mes camarades de parti, notamment parce que le département de l'économie était en main libérale depuis toujours, enfin depuis longtemps, et le SECO aussi. Et on a vraiment l'obsession du bottom-up en Suisse, et c'est bien. Il faut qu'on ait du bottom-up, il faut que ça vienne de la base, et on veut un minimum de top-down. En fait, on n'en veut pas du tout. Et l'ancien secrétaire d'État à la formation, à l'innovation en Suisse me disait très franchement, en gros, moi, dans l'idéal, je fais rien. Si j'interviens, c'est qu'il y a un problème. Mais dans l'idéal, la structure bottom-up doit marcher et je fais rien. Et là, on a un problème. Je pense que là, on pourrait mettre un peu d'accélération en ayant un peu de leadership politique, ce dont parlait Chambers, et d'intégrer un peu plus de leadership, un peu de top-down, à savoir des décisions qui peuvent être prises rapidement, serait indispensable. Mais on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais très honnêtement, je n'ai pas la solution, parce qu'avec le fédéralisme en plus, si vous rajoutez ça là-dessus, je ne pense pas que vous pouvez aller très très vite. Mais voilà, bon, on a eu le cas récemment avec... Il y a quand même des réactions qui sont possibles. On avait eu le cas avec le canton de Zurich qui s'était mis à valoriser les startups selon le dernier tour de table, et puis il y a eu des cas de valorisation délirante d'entrepreneurs qui étaient taxés sur des fortunes et de l'argent qu'ils n'avaient simplement pas. Et puis il y a eu un ou deux cas qui ont été signalés dans le canton de Vaud aussi. Et puis très rapidement, on a pu alerter les systèmes, les autorités cantonales, et elles ont corrigé le tir. Donc on arrive aussi par du dialogue 1 à 1 à arriver à corriger le tir. Par contre, de là à mettre en place une politique où dans l'ensemble de la Suisse, on garantit que les autorités fiscales prennent les mesures les plus valorisantes pour les entreprises, ça prend du temps. Et ça fait
3 ans que le département des finances a mis en place un groupe de travail. On n'a toujours pas de réponse, parce que ça implique les cantons, parce que c'est au niveau cantonal que se décident ces questions fiscales. Ça prend énormément de temps. Donc non, il ne faudrait pas changer de système, mais il faut qu'on trouve des solutions pour l'accélérer. Et clairement, l'agilité de l'administration est centrale pour aider l'agilité des entreprises. Oui. Merci pour cette question. D'autres questions, mesdames et messieurs? Je suis sûre que le fait d'avoir Fatih Derder ici avec nous vous a intéressé et suscite chez vous d'autres réactions ou commentaires. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez totalement convaincu. Hein. Non, mais je ne sais pas, on peut prendre un autre exemple que tu évoquais tout à l'heure, c'est celui comme mesure concrète, c'est celui des permis de travail. On a aussi là aussi, c'est des choses qu'on peut et qu'on doit faciliter, mais qui sont rendues impossibles par les votations qu'on connaît, notamment pour tous les extra-communautaires. On a des contingents qui sont beaucoup trop bas pour l'arc lémanique, qui sont épuisés au mois d'août, que ce soit pour les multinationales, comme pour les PME, comme pour les start-up, où là, on se tire des balles dans le pied en permanence. Et ça, c'est de la bureaucratie. C'est de la bureaucratie inutile de demander à des gens. Alors, tout est toujours possible. C'est comme toujours en Suisse, en fait. C'est possible. Il faut insister, il faut rappeler, il faut relancer. C'est des choses que savent faire les multinationales, c'est des choses, j'espère, que savent faire les PME, c'est des choses que ne savent pas faire les startups, parce qu'ils n'en ont pas envie, parce que la plupart du temps, le patron n'est même pas suisse, il ne parle pas très très bien suisse nécessairement, puis s'il a un problème de permis, ben, il part, il bouge. Donc ça, voilà, enfin, on pourrait détailler pendant des heures toutes les mesures imaginables. Non, je pense que c'est plus utile de se dire, OK, s'il y a une mesure à prendre, urgente et prioritaire, quelle est cette mesure ? Oh, pour moi, c'est le combat de quelques années sur l'impôt sur la fortune. Mais ça peut paraître un détail, et puis on me répond souvent, ça ne passe pas par la fiscalité, mais je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit d'ensemble. Il n'y a pas une mesure baguette magique qui va permettre de résoudre le problème. Surtout qu'il n'y a pas de problème. Non, mais, ça rejoint ce que je disais au début. Non, mais c'est le vrai problème de la Suisse, c'est cette absence de problème apparent. Et c'est ce confort général qui fait qu'on s'assoupit. Et pour résumer et revenir au thème du jour, on perd en agilité. Clairement, au niveau de l'administration. Et du coup, par effet domino, pour les PME. Merci beaucoup, Fatih Derder. C'était passionnant. Merci.